est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Alors, je m'appelle Laurent Luyat, je suis journaliste de sport essentiellement sur France Télévisions depuis 1993. Et donc passionné de sport, passionné de chansons françaises, j'aime bien toucher à tout, passionné par la télé, la radio, depuis tout petit. Depuis, je suis tombé dedans dans la marmite. À 2 ans, je mettais déjà des disques. Ma mère me disait, à 10 ans, je faisais des émissions de variété dans ma chambre avec un micro, un magnétophone. Voilà, et j'ai la chance de faire un métier qui me passionne, ce qui est vraiment un privilège. Vous êtes, on peut le dire, un journaliste sportif très connu parce qu'on vous voit beaucoup à la télévision et notamment, je crois, et je suis sûr, vous avez été l'organisateur à la tête de très grands événements sportifs. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bah ça c'est une chance que je mesure tous les jours, c'est-à-dire que j'ai couvert tous les événements sportifs possibles et inimaginables, à part le Dakar, que je n'ai jamais fait, qui n'était pas un souhait, mais sinon j'ai fait Coupe du Monde de foot, Euro de foot, Jeux Olympiques, Tour de France, Roland-Garros, Coupe de France de foot, j'en oublie le Tour de France, je l'ai dit, tournoi destination en rugby. Enfin, grâce quand même à France Télévisions, la chaîne qui m'a offert cette possibilité, c'est vrai que depuis 2000, donc ça fait 18 ans, mon premier gros événement, ça a été les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Et depuis, j'ai fait tous les Jeux Olympiques. Depuis 2003, je suis présentateur de Roland-Garros sur la terrasse. Donc je vais fêter ma 17e année l'année prochaine. Le Tour de France, je le fais depuis 2005. Voilà, c'est vrai que la longévité, c'est quelque chose quand même d'important en ayant toujours la passion. Parce que c'est ça qui est important. Le jour où je prendrai plus de plaisir, où ça deviendra vraiment une routine, de moi-même, j'arrêterai. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver à France 2? Alors, donc j'étais un élève, on va dire, assez médiocre quand même. C'est-à-dire que moi, j'avais qu'une obsession dans ma vie, c'était de faire de la télé. En fait, ce qui m'a donné envie, c'était les émissions de variété, notamment de Guy Lux, des Carpentier, de Michel, dans les années 70. J'étais fasciné par ça. Les décors, le public qui hurlait un peu dans la salle, les artistes, j'étais fan de Clo-Clo, de Sardou, de Johnny, etc. Et je faisais mes propres émissions dès l'âge de 10 ans, tous les jours, j'écrivais les conducteurs, j'interviewais les chanteurs, je mettais les disques, je faisais mon émission, je faisais les interviews, je faisais les questions et les réponses. C'est un peu fou quand même. Et donc j'étais un peu obsédé par ça. J'ai quand même eu mon bac C à l'époque, bac scientifique, et je ne suis pas allé plus loin dans les études. Je suis vraiment autodidacte, sur le tas, comme on dit. Et j'ai postulé à Radio France à Grenoble, d'abord, et j'ai été pris comme pigiste sportif. Donc j'aimais bien le sport, j'avais un papa qui était dirigeant du club de foot de Grenoble, mon frère était gardien de but, enfin, voilà, je regardais les matchs de foot. Puis j'avais été marqué aussi tout petit c'était une finale de championnat de France de rugby, et les pleurs d'un côté des joueurs qui étaient complètement affalés sur la pelouse et la joie, le contraste entre la joie et la peine de cette finale m'avait marqué. Je me suis dit, il y a quand même une émotion incroyable qui passe, et depuis, j'ai toujours été aussi attiré par ça, par rapport au sport. Et donc, je suis rentré comme pigiste à Radio France Isère à l'époque, donc ça s'appelait pas Bleu Isère. Je suis resté 3 ans, ensuite j'ai passé 2 années à France Bleu Nord, jusqu'en 92, où j'ai été viré. Donc je me suis retrouvé au chômage pendant 6 mois, période extrêmement compliquée, parce que 0 coup de fil, etc. Et d'ailleurs, je peux vous raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté. En fait, j'étais tellement désespéré. J'ai une maison de famille à la campagne, parce que je suis croyant catholique, je ne fais jamais de prosélytisme, etc. Mais j'étais tellement désespéré que j'ai piqué les clés de mon père, sans qu'il le sache, et je suis monté tout seul. C'était en plein hiver, en plein mois de décembre. Et j'ai passé une journée de recueillement et de prière, en fait, mais toute la journée. Quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Et en fin d'après-midi, je connaissais le patron des sports de France 3 Grenoble, qui s'appelle Jérôme Didier. Et je ne voulais pas le rappeler, parce que je l'avais déjà appelé plein de fois, évidemment. Et je n'aime pas harceler les gens, et ce n'est pas dans ma nature. Et là, j'ai quand même une petite voix qui me dit
appelle, et c'était un vendredi soir, hein, je m'en souviendrai toujours, et je tombe sur lui, et il me dit « Ah ben, est-ce que tu es libre demain ?» Je lui dis « Bah ouais, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a un match de hockey à faire, on a un problème, on n'a pas de… » Et j'ai fait ma première… Et j'ai mis le pied dedans, en fait. France 3, et du coup, ils m'ont proposé alors la météo des neiges. Donc j'ai fait ça, alors je le tournais à ma sauce, je faisais mettais un petit peu d'humour, etc. Puis ils m'ont mis en numéro 3 sur le magazine des sports, qui était le dimanche midi, sur France 3 Rhône-Alpes, Auvergne. Et puis petit à petit, et j'ai fini présentateur du journal des Alpes, 3 ans après, où j'étais donc voilà, pendant 2 ans. Alors c'était en plein dans les affaires Carignon, entre ça, le ski, il y avait une grosse actu. Donc et puis surtout, ça m'a permis de me cultiver, parce que notamment sur tous les termes judiciaires, politiques, etc., je me suis vraiment renseigné là-dessus. Et voilà, et j'ai, pour faire pas trop long quand même non plus, mais j'ai aussi envoyé une cassette au rédacteur en chef de Tout le Sport, qui s'appelait Jacques Segui, en 1995. Il l'a vu, il a dit ouais, c'est bien, etc. Mais on a ce qu'il faut, c'était Gérard Ross qui présentait Tout le Sport. Et ce qui est incroyable, c'est que 3 ans plus tard, il ne se souvenait même plus de mon nom, il se souvenait qu'il y avait quelqu'un, un jeune, à France 3 Grenoble, qui était pas mal. Il avait besoin de quelqu'un en remplacement l'été. Et là, je suis arrivé à Paris et j'ai fait ces remplacements. Et 1 an après, Patrick Chêne a signé mon contrat pour que je sois intégré au service des sports. Voilà en gros. Laurent Luyen, vous avez 51 ans et en même temps, vous avez une apparence très très jeune. Je veux dire, est-ce que vous portez déjà un regard sur l'ensemble de votre carrière et sur l'univers médiatique? Est-ce qu'il a beaucoup changé à votre avis ou non? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des illusions perdues quand même, hein, parce que c'est pas un univers rose et facile quand même. Il y a beaucoup de jalousie. Déjà, ça fait vraiment partie de notre métier. Beaucoup de gens qui vous aiment pas parce que vous êtes exposé. Bon, on se fait quand même pas mal de désillusions, hein, quand même, par rapport au début. Après, moi, je me dis toujours que, même je me le dis encore aujourd'hui, qu'il y a quelque chose de miraculeux dans ma carrière. Et je le dis sans aucune prétention, hein, mais c'est vrai que mon père était assureur, agent d'assurance. Ma mère, elle s'occupait de nous, de mon frère et moi. Je connaissais personne, rien dans mon entourage n'avait un lien avec les médias. Et j'ai eu une part de chance. Alors bien sûr, j'ai quand même sacrifié beaucoup de choses, hein, de ma vie privée. Je travaillais comme un fou. Je me souviens, quand j'étais à l'armée, par exemple, alors là aussi, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait ça dans un bureau de la marine à Grenoble. Il faut le faire, hein, quand même. Mais il y avait un mousse, c'était moi, cette année-là, en 88. Et donc, j'avais des horaires de bureau de 9h à 17h. Et le soir, après, j'allais à la radio, j'étais à Radio France Isère, jusqu'à minuit, le week-end, j'allais commenter les matchs, etc. Enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça, hein, c'est-à-dire que j'étais non-stop, quoi. Mais le fait de me dire, voilà, je suis le présentateur de Roland Garros depuis tant d'années, j'ai pu faire les Jeux Olympiques, qui est quelque chose d'extraordinaire. Les Jeux Olympiques, il n'y a rien de plus beau en sport, en fait. C'est même au-dessus de la Coupe du Monde de foot, qui est déjà exceptionnelle. Mais je me dis toujours, tu as quand même eu une chance inouïe. Je l'ai provoqué, j'ai quand même saisi les opportunités, mais il y a quand même une part de chance, hein. Un mélange de mérite et de coup de chance, si j'ose dire, une carrière. Je crois il le faut, hein, de toute façon. Il faut aussi une part. La part de chance, elle est limitée. Elle représente peut-être 10 ou 20%, mais elle est quand même indispensable, hein. La chance, c'est celle de cet homme qui vous rappelle 3 ans plus tard. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai jamais oublié. Oui, Jacques Segui. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui m'ont aidé. Jérôme Didier à Grenoble, parce que lui, bon, vraiment, j'étais dans un tel état. Ça faisait 6 mois que j'étais au chômage et je voyais pas. Alors, et j'avais quand même 24-25 ans, hein, quand même. Hein, j'étais plus un gamin. Même si je faisais. Le problème, c'est que je faisais 17 ans, quoi, à l'époque. Parce que vous parlez de mon âge, c'est vrai que ça a été compliqué de faire très très jeune, parce qu'à 25 j'en faisais 18, à 30 j'en faisais 21. Pour s'imposer dans ce métier, c'était pas évident. Alors qu'aujourd'hui, je vous avoue que c'est largement un avantage, hein. J'en profite. Mais voilà, c'est vrai que Jérôme Didier, Jacques Segui, c'est des gens, voilà, qui
qui m'ont... Patrick Chen m'a fait confiance. Voilà, c'est des... Il y a aussi la chance, elle est aussi matérialisée par des personnes aussi, si je puis dire. Ce qui m'a intéressé dans votre parcours, notamment, c'est que vous avez donc présenté un journal régional. Oui. Et ça a été une expérience unique. Vous n'avez jamais voulu poursuivre dans ce registre. Oui, alors oui, parce que je l'ai quand même fait pendant 2 ans et l'opportunité s'est jamais représentée, en fait. C'est, au fond, journaliste sportif, c'est votre grande passion, mais vous auriez été prêt à faire autre chose. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand je faisais, par exemple, le village départ sur le Tour de France, qui était vraiment l'aspect festif du Tour, parce que le Tour, c'est justement, c'est un événement à part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'aspect sportif. Historiquement, il y a la chanson, c'est là que Lynn Renaud s'est fait connaître, Yvette Horner, Annie Cordy, les podiums européens, c'est aussi bien sûr le patrimoine, c'est la gastronomie, et Village Départ c'était ça, c'était vraiment l'aspect, et c'était une émission de variété, il y avait 4-5 chansons dans l'émission, il y avait la cuisine, on parlait des régions, etc. Et ça c'est quelque chose que j'ai adoré faire, en plus c'était mon bébé cette émission, populaire. On voyait dans le regard des gens, on voyait le bonheur en fait, parce qu'on allait les voir, il y avait une communion entre les artistes, nous et le public qui était incroyable. D'ailleurs, je me souviens, c'était à Orchy une fois, il y avait 2-3 000 personnes, et donc j'étais en direct, hein, et je dis bonjour, et il y avait les clameurs, qui n'étaient pas pour moi, qui étaient pour l'émission, pour le moment qu'on allait passer, et j'ai eu les larmes aux yeux. Et j'avais mon assistant de plateau qui me suit partout, etc., et qui est très réceptif, qui est aussi buvard, un peu éponge comme moi, et qui s'est mis aussi à pleurer. Et là, j'ai dû me reprendre et me contenir, parce que c'était quelque chose de profond, quoi. Quelle est votre manière de travailler, Laurent Luyat, je dirais, pour les Jeux Olympiques, oui. Pour le rendez-vous à Roland-Garros, pour le Tour de France, comment procéder? Alors il y a une part de travail, hein, qui est très importante, et une part d'improvisation aussi. Enfin, pour moi, il ne faut pas que tout soit réglé comme une horloge, etc. Parce qu'on est en direct, et il faut aussi utiliser les choses imprévues. C'est ça qui est bien aussi. Donc l'avantage avec l'expérience, parce que j'en ai tellement fait, c'est que je sais le moment où la part de travail, elle est suffisante. Hein, vous voyez ? J'en fais pas plus que... Ça, c'est un avantage avec le temps. Parce que quand on est jeune, on a tendance à en faire toujours plus, etc., pour être sûr de soi, qu'il vaut mieux en avoir plus de la matière. Là, maintenant, je ne suis plus dans cet état d'esprit-là. Vous connaissez tout de même les données factuelles, aussi bien au tennis qu'au Tour de France, ou éventuellement qu'aux Jeux Olympiques. Quoi. Oui, c'est ça. Vous ne comptez pas forcément sur l'invité pour compléter votre information. Non. Alors, c'est vrai que les interviews, ça mérite d'être préparé, vraiment. Ça, c'est sûr. Après, quand je lance un événement, un match, etc., bon, il y a toute une part... On ne sait pas ce qui va se passer, en fait. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Pour Roland-Garros, par exemple, qui passionne le public, vous êtes, je trouve, très remarquable comme animateur. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des invités un peu difficiles, ceux qui parlent trop peu ou alors ceux qui parlent trop? Comment faites-vous? Alors, c'est vrai que par exemple, quelqu'un comme Rafael Nadal, que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un vraiment de bien, était très timide au départ quand je le recevais. C'était un peu compliqué de lui faire dire des choses intéressantes. Puis petit à petit, il s'est décontracté. J'ai pas constaté qu'il y avait vraiment des gens... Si, le problème, c'est qu'après, il y a des joueurs qui ne sont pas intéressants en interview. Bon, ça arrive, mais c'est comme tout le monde. Hein. Et puis, il y en a d'autres qui sont absolument passionnants. C'est vrai qu'un Federer, ça a toujours été quelqu'un... Même Novak Djokovic, puis... c'est des joueurs qu'on peut taquiner un petit peu, ça, donc qui ne sont pas trop susceptibles, donc on peut aller les chercher un petit peu plus loin, parce que le sportif est très susceptible. Ça, oui. C'est ça, quand je compare avec les interviews politiques, les journalistes quand même posent des questions, ils y vont quand même hein, avec les hommes politiques, pas tous, hein, mais bon. Là, chez les sportifs, le problème, c'est que s'ils assistent à une interview qui leur déplaît, après, vous ne les avez plus. Est-ce que vous avez
À Roland-Garros, Laurent Huyat a une sorte de pouvoir d'autorité sur les commentateurs des matchs, ou bien ça n'est pas de votre ressort? Non, moi je contrôle pas les commentateurs. Surtout bon, quelqu'un comme Lionel Chamoulot qui a fait 30 Roland-Garros, bon, qui sera plus avec nous l'année prochaine, hein, mais je ne me vois pas lui dire tu devrais dire ça. En revanche, moi je gère le choix des matchs, hein, qui est très compliqué. Et là aussi, je pense que l'expérience, donc avec le responsable en régie, qui s'appelle Fabrice Collin, on fonctionne vraiment tous les deux. On a tous les écrans, tous les matchs, tous les scores, et il faut faire des choix pour aller sur un cours où il se passe quelque chose d'intéressant. Soit un Français qui mène, etc., une fin de match. Voilà. Alors c'est un côté très frustrant parfois parce qu'on zappe la première semaine, on zappe d'un cours à un autre. Bon, ça, c'est ma responsabilité, ça, de faire les bons choix et de ne pas manquer un moment important qui se passe sur un cours. Je vous ai demandé de me parler des commentateurs parce que je suis absolument agacé souvent par le fait que les commentateurs au tennis parlent en même temps que les joueurs jouent, et c'est exaspérant. Vous ne l'avez pas remarqué, ça? Oui, c'est vrai que c'est un sport qui peut se passer souvent de commentaires sur les balles, par exemple. On peut laisser vivre, alors que c'est compliqué en foot ou en rugby, par exemple, de laisser des blancs. Est-ce que vous pensez que le couple de commentateurs a du sens? Mais je crois que le duo de commentateurs, par essence, a envie de parler, en fait. Ils n'imaginent pas, ils ont l'impression que s'ils ne parlent pas pendant 20 secondes, il ne se passe plus rien. Alors ça, je sais pas. Pourquoi? Est-ce que vous trouvez vraiment que l'un n'apporte à l'autre? Je veux dire, vous ne concevriez pas un commentateur unique comme à une certaine époque? Non, le consultant apporte son expérience. C'est pour ça qu'à France Télévisions, on tient à ce que ce soit des joueurs, des joueuses qui aient gagné des grands tournois, par exemple, ou des grandes compétitions, pour être aussi crédibles. Parce que quand un consultant critique un joueur, si il n'a pas fait grand-chose dans sa carrière, on peut lui dire franchement, tu ferais mieux de te taire, quoi. Donc voilà. Et le consultant apporte quand même une expérience, peut comprendre des choses que le journaliste ne comprendra pas. L'état d'esprit, pourquoi tel joueur a été comme ça, a réagi comme ça à tel moment. Vous diriez la même chose pour le football ou pas? Oui, pareil. Parce que vous écoutant souvent Laurent Huyat, notamment pour le tennis, je suis frappé de voir à quel point vous avez une similitude avec quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il parle parfaitement français comme vous, c'est Hervé Matou. Oui, et il a numérique parfois au canal Football Club. Oui, c'est vrai. C'est un problème et je sais que vous avez une distinction pour, je dirais, votre parfaite maîtrise du français dans le journalisme sportif. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'était en 2010 et ça m'avait fait vraiment plaisir. Il m'avait offert cette récompense. C'est important, surtout dans le sport, parce qu'il y a encore des gens qui considèrent que les journalistes sportifs, c'est quand même d'un niveau... donc au contraire, on se doit de parler correctement en français. Moi, j'aime pas du tout les expressions style comme d'hab. C'est pas parce qu'on commande du sport ou qu'on présente du sport qu'il faut parler le langage de la rue spécialement, quoi. Voilà. Même si on doit se faire comprendre, il n'y a pas de problème. On ne doit pas parler un langage châtié, mais on doit ne pas faire de fautes de français, de syntaxe. C'est important. Au fond, j'ai l'impression parfois que vous cherchez à vous échapper de ce journalisme sportif. Vous avez fait quelque chose qui a été très regardé sur Michel Sardou, vous avez fait une chanson, oui. Vous avez fait un film. C'est quoi ce désir? Vous en avez assez ou pas? Non, j'ai toujours plaisir à... Là, par exemple, les Jeux Olympiques de Pyeongchang, les Jeux Olympiques d'hiver, j'ai pris un plaisir incroyable, que je n'avais pas retrouvé depuis assez longtemps, parce que à Rio, les Jeux Olympiques de Rio ne m'avaient pas spécialement plu, j'étais pas très bien. Là, j'ai retrouvé un plaisir incroyable. Le Roland-Garros, les championnats d'Europe d'athlétisme à Berlin,
ça a été merveilleux. Donc j'ai toujours ce plaisir-là. Mais c'est vrai que je le fais depuis très longtemps et j'aime bien me diversifier. Je suis un fan de chansons françaises, je suis un fan de Michel Sardou. Quand il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite, si je puis dire, dans la chanson, qu'il allait arrêter, je me suis dit c'est le dernier moment, c'est le moment ou jamais de faire un documentaire sur lui, d'autant plus que beaucoup de documentaires sur lui ne m'ont pas plu, parce que soit les gens qui le font ne le connaissent pas très bien, ou s'arrêtent sur des clichés, etc. quoi. Donc c'est un peu pénible, et je voulais vraiment un documentaire qui reflète sa personnalité et tout ce qu'il avait fait en 50 ans de carrière. Et je sais qu'il a vraiment bien aimé, sans faire une hagiographie, vous voyez ce que je veux dire, sans être une groupie, hein, parce que toutes les polémiques ont été abordées, etc. Mais et ça a été un des plus grands moments de ma vie. Faire 2 heures sur Sardou, très, très facile. On a passé un après-midi en interview. Bon, c'est Michel Sardou, donc il est cash, il vous dit exactement ce qu'il pense. De temps en temps, quand il sortait une connerie, il regardait sa femme pour voir si il n'était pas allé trop loin. Quand la question ne lui plaît pas, oh, tu m'emmerdes. D'ailleurs, je l'ai laissé à un moment donné dans le documentaire, parce que c'est lui aussi, ça. Mais il a été formidable. Hein. C'est vraiment, parce qu'il est passionnant. C'est des personnages qu'on ne reverra plus, quoi. C'est ça qui est malheureux. Ils témoignent d'une époque où on pouvait tout dire, où ces artistes n'étaient pas fades. Voilà, on peut citer Delon, les gens comme ça, dans le cinéma aussi, Depardieu. Voilà, c'est cette génération d'artistes, d'abord avec un grand talent, et surtout qui se sont permis de dire ce qu'ils pensaient. Ils ont une liberté totale. Aujourd'hui, les artistes, attention, c'est leur image, le moins de mots de travers, ils vont se faire assassiner sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et puis ce qui est marrant, c'est que vous savez, dans les ventes de disques, donc le numéro 1 c'est Johnny, ensuite c'est Sardou, c'est vers 100 millions de disques, et en fait dans 100 ans, ça sera toujours le même classement. Sardou est le recordman du nombre de Bercy, qui doit être de 91 ou 12. Ce record-là ne sera jamais battu. Record aussi à Forêt Nationale. Vous vous rendez compte qu'il a fait 85 forêts nationales à Bruxelles, qui est une des plus grandes salles d'Europe. Johnny, le deuxième, en a fait 53. Et ces records-là ne seront plus jamais battus. D'ailleurs, j'en ai parlé et c'est marrant parce qu'il est modeste aussi à ce niveau-là. En fait, ils sont fous. En fait, quand il mourra le plus tard possible, je l'espère, on est sûr qu'il n'aura pas d'hommage national parce qu'il a trop. Il n'en veut pas. Il a d'ailleurs intelligemment cuvé. Oui, il n'en veut pas. Il veut être, je crois, hein, je veux pas, mais je crois qu'il veut être incinéré et que ses cendres soient jetées dans la mer comme Jean Gabin, parce qu'il est colonel. Donc voilà, il veut absolument pas d'hommage national. Hein. Laurent Lulliat, vous avez par miracle demain la possibilité de réaliser votre rêve médiatique. C'est quoi ? Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, j'ai fait du théâtre grâce à Olivier Mine aussi, le chapeau de paille d'Italie, un souvenir merveilleux. J'ai fait un clip, Nos sports, nos stress, ça c'était vraiment un délire avec des potes qu'on a fait en 2010. Parce que c'est toujours pareil, comme je fais beaucoup de Jeux Olympiques, à chaque fois qu'on m'invite, c'est pour un peu dire un peu la même chose. Et là, je me suis dit, avant les Jeux Olympiques de Vancouver, tiens, on va faire un clip, s'amuser, du second degré, et en dénonçant certaines choses d'ailleurs. Tous les interdits, parce que c'est vrai que ça me gonfle. Je veux dire, on est dans une société dont on ne peut plus rien dire et on ne peut plus rien faire. Donc c'était un peu ça, et puis en même temps je me moquais de moi, le journaliste sportif qui ne fait pas de sport, voilà. Et ça a été pris d'ailleurs par beaucoup comme qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, au premier degré, alors que c'est pas du tout du premier degré. Et puis ça se dans voyait. la lignée de Churchill. Oui, un petit peu ça. Donc c'est vrai que j'ai eu des tout petits rôles au cinéma, ça m'a amusé. Voilà. Alors après, pour répondre à votre question, c'est vrai que mon rêve, c'est d'animer un show de variété, un peu à l'ancienne d'ailleurs, hein, mais en direct, en public, sans prompteur. Pour moi, c'est les conditions sine qua non. Mais ça, j'y arrive pas encore. Enfin, j'ai eu la chance, le Village Départ, c'était vraiment ça. Hein. Mais voilà, peut-être que l'occasion se représentera. Présenter des jeux aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
À partir du moment où ce sont des jeux un peu culturels, un peu sur, ça peut être sur les régions, des choses comme ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Voilà, j'ai envie de me divertir. Et le documentaire, j'ai aussi envie d'en refaire. Vous avez dit à l'instant que vous aviez l'impression qu'on ne pouvait plus rien dire, plus rien faire, et je ne suis pas loin de vous rejoindre. Ça veut dire que la politique compte pour vous, ou qu'elle existe même dans l'exercice de votre métier? Oui, je ne sais plus qui disait tout est politique, mais oui, bien sûr. Moi, je suis passionné de politique. Je suis toujours scotché d'ailleurs par les campagnes électorales. Je regarde tous les débats, les émissions, etc. Et je suis quand même un peu inquiet, moi, par ce que devient notre société. Vous savez, j'ai passé 1 mois et demi, donc au mois de février, en Asie, donc en Corée du Sud, puisque j'ai fait les Jeux Olympiques et les Paralympiques, et puis entre les deux, j'avais un petit peu de vacances. Je suis allé à Taïwan. Donc j'ai passé 1 mois et demi là-bas, et je suis revenu transformé, en fait. Parce que quand vous quittez la France aussi longtemps, que vous revenez, vous voyez que notre société est quand même dans un sale état. C'est-à-dire que tout n'est que opposition aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on oppose les hommes et les femmes, les vieux, les jeunes, les riches, les pauvres. Je ne vous parle même pas des communautés, les religions. C'est que ça. Tout est buzz. Les réseaux sociaux ont fait aussi beaucoup de dégâts par rapport à ça. Et je veux dire, là-bas en Asie, bien sûr qu'il y a aussi des problèmes, etc. Mais on voit des gens heureux, quand même souriants, qui vivent bien ensemble. C'est vraiment là qu'ils vivent bien ensemble. Il n'y a aucun souci. En Corée du Sud, vous pouvez vous laisser votre portable, vous oubliez votre portable au restaurant, vous revenez 3 heures après, personne n'y a touché. Vous laissez votre carte bleue sur le trottoir, vous revenez le lendemain, les gens n'y ont pas touché. Aujourd'hui, je trouve qu'en France, c'est très compliqué. Il y a des gens qui sont là que pour créer du buzz. Il n'y a que ça qui intéresse les médias aujourd'hui. Le buzz, le buzz, le buzz. Il n'y a plus que ça. Mais le buzz, c'est des partis qui s'opposent. Et vous n'avez pas ce sentiment dans les pays où vous êtes? Non. Et chez nous, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est exponentiel. Ça ne fait que progresser. Et moi, par exemple, ce qui est terrible, c'est aussi la presse, les journaux, les blogs. Parce que imaginez, à l'antenne, vous faites un mot un peu malheureux, etc. Donc immédiatement, vous allez avoir, mais je ne sais pas, 10 tweetos qui vont dire bon, ça pourrait se terminer là, s'achever là, et on n'en parle plus. Non, c'est-à-dire que vous allez avoir des journalistes de médias, de journaux, qui vont aller reprendre ces tweets, qui vont faire un article, et là ça devient viral, et là ça prend des proportions. Et tout ça parce que parfois même ils n'écoutent même pas ce qui s'est dit à l'antenne. Ils reprennent des tweets scandaleux, le dérapage de machin, et tout de suite ça devient, puis alors c'est retweeté, c'est repris par d'autres. Les réseaux sociaux, vous n'aimez pas trop? Si, je trouve ça. Alors moi en plus j'ai la chance d'avoir des gens sympas plutôt quand même. Hein. Il y a toujours des abrutis que je bloque, mais comme tout le monde, hein. Ça il y en a. Mais quand même dans l'ensemble par rapport à d'autres présentateurs de sport, je trouve que les gens sur les réseaux sociaux avec moi sont plutôt sympas. Et puis c'est quand même fabuleux parce que c'est quand même l'information immédiate, quoi. Si vous aviez à retenir une grave erreur dans l'exercice professionnel que vous allez faire, est-ce qu'il y en a une ou pas, que vous regrettez profondément ou vous auriez commis une imprudence, par exemple? C'est une question difficile. Je sais que, alors pour moi, c'était pas une erreur. Hein, mais alors donc aux Jeux Olympiques de Rio, le dernier jour, c'est le sacre de Tony Yoka, qui est donc champion olympique. C'est notre dernière compétition, et donc on fait le bilan de la boxe, qui est le sport qui a rapporté le plus de médailles à la France, 6 médailles à Rio. Et c'est vrai qu'ils sont tous, il y a des blacks d'origine, hein, ils sont tous évidemment français, mais d'origine, voilà. Et ces sportifs-là étaient extraordinaires. Les interviews, non seulement ils gagnaient, mais en plus, la façon dont ils parlaient, dont ils transmettaient leur passion, leur amour pour la France, de défendre les couleurs. Et donc je dis, c'est extraordinaire. Et je dis, moi, à un moment donné, ces jeunes font beaucoup pour l'intégration et font honneur à la France. Je dis ça. Et le commentateur me reprend en me disant, ils n'ont pas besoin d'être intégrés puisqu'ils sont français.
Ce qui n'était pas du tout ce que j'ai dit. Immédiatement, c'est repris sur les réseaux sociaux. Et là, alors, je me prends alors, les Arocs, machin, tout ça, tous ces trucs-là. Télérama, c'est le dérapage. Et d'ailleurs, il y a même sur des sites où les gens pouvaient laisser des commentaires. La plupart des commentaires, c'était réécouter ce qu'il a dit. Il n'y a absolument rien de. Je disais que ce genre de choses, pour des jeunes qui peuvent avoir du mal à s'intégrer ou qui se posent des questions, je trouvais que c'était eux des exemples formidables. Voilà. Sauf que j'avais employé le mot intégration, mais voilà, après j'ai pas voulu renchérir parce que c'est un sujet qui est quand même tellement sensible aujourd'hui, mais ça m'a touché parce que du coup je me suis pris aussi, alors là je me suis pris des gens qui m'ont insulté, menacé, etc. à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que même dans le journalisme sportif, en quelque sorte, on est obligé de s'examiner sans arrêt lorsqu'on parle? Alors moi, j'essaye de ne pas le faire quand même. C'est-à-dire que si je vais faire 6 heures de direct au jeu ou sur le tour ou sur le Roland Garros et que j'ai en tête, je me dis « oulala, attention, il faut que je fasse gaffe à tout ce que je vais dire », je pense que je vais perdre un peu de ma spontanéité, etc. Après, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas aller non plus. Vous avez vu Denis Balbir sur ses propos sur les commentatrices de foot. Et derrière, ça fait une esclandre incroyable, quoi. Alors que ce qu'il dit, c'est vrai que ça a un côté excluant. Parce que ça veut dire qu'une femme... Après, il y a des femmes, Estelle Denis, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, c'est vrai qu'une femme qui a une voix aiguë et sur 90 minutes, ça passe moins bien. Ce qui n'empêche pas les femmes, et de plus en plus elles sont d'ailleurs dans le sport, et c'est tant mieux de faire plein de choses. En même temps, je trouve que, comme en politique, on a le droit de dire ce qu'on veut, mais qu'il faut réfléchir. Parce que si à chaque fois on se rétracte le lendemain, ça n'a aucun intérêt. Je suis d'accord avec vous. Et lui, c'est vrai que Balbir, du coup, à chaque fois se rétracte. Oui, c'est ça. Est-ce que, Laurent Luya, j'ai une perception peut-être trop personnelle du monde du journalisme? J'ai l'impression que le journalisme non sportif est souvent à gauche, parlons net, et que, en revanche, dans le journalisme sportif, il y a parfois un certain nombre de gens qui sont plutôt à droite. Est-ce que vous le percevez ou est-ce que j'ai tort là-dessus? J'ai pas l'impression, franchement. Je vois dans notre service à France Télé, il y a des gens de droite, des gens de gauche. Franchement, c'est très mélangé. Mes confrères de la presse écrite notamment, je pense qu'il y en a pas mal à gauche. Vous ne feriez pas cette distinction entre le journalisme non sportif et le journalisme sportif? Non. Mais peut-être que c'est peut-être plus réparti en fait. Il y a peut-être effectivement plus de journalistes à droite que dans les autres milieux. Peut-être que, mais j'allais avoir une question de réactionnaire, que je me disais que l'univers du sport était porteur de valeurs et de vertus qui sont plus naturellement accordées à la vision de droite, par exemple, plus que celle de la gauche. Mais ça, on peut le discuter. Oui, c'est possible. C'est peut-être par exemple l'individualisme pour les sports. Notamment. Voilà, ça peut être. Quel a été vous en avez un peu parlé tout à l'heure, Orchi, des Jeux Olympiques, au fond, quel est votre plus grand souvenir sportif en tant que journaliste? Le plus grand, c'est quand même très compliqué, parce que si je vous parle de Roland Garros, la victoire de Federer, par exemple, pour moi, forcément, j'ai vécu ces larmes à la fin. Ça reste un des plus grands moments. Quand j'étais petit, il y a deux moments aussi qui m'ont fait pleurer. Quand j'étais petit, j'étais ado. C'était la défaite de l'équipe de France de foot à Séville contre l'Allemagne en Coupe du Monde. Ça, c'est des moments que je n'oublierai jamais. Et puis mon idole, c'était John McEnroe. Et quand il perd en finale de Roland Garros contre Lendl, et ça, je suis allé pleurer, je me suis isolé et j'étais tellement dégoûté. Parce que c'était tellement son année. Donc c'est pour ça que Federer, c'était son année aussi. Voilà. Après,
Je me souviens sur Village Départ, j'ai tellement de moments fantastiques. Quand on a fêté les 10 ans à Vannes, il y avait 3000 personnes, il y avait un écran géant, on avait fait un best-of des 10 années. Ça reste, ça reste des moments invraisemblables. Et puis les Jeux Olympiques, il y en a beaucoup. Franchement, j'ai une chance incroyable dans ma vie, en fait. Des moments intenses, également. Oui, c'est ça, d'être au cœur et puis de les faire partager au public. Moi, je vous parlais quand j'étais petit, c'est vrai que quand je faisais moi mes émissions dans ma chambre, il y avait toujours une caméra, donc imaginaire, en face de moi, en fait. C'était la caméra. Et j'adore parler aux gens. Et même quand j'ai commencé la télé, donc en 93, j'étais pas impressionné, en fait, par les caméras. Même mes tout premiers plateaux. Parce que souvent, ceux qui font leur premier plateau, ils n'aiment pas trop voir ce truc en face, etc. Moi, j'avais l'impression que... alors, j'avais plein de défauts. J'enregistrais tout. Ça, c'est marrant aussi, parce que j'enregistrais tout. Et je regardais, je voyais que les défauts. Je bougeais dans tous les sens, les sourcils. Donc, j'ai essayé de corriger tous les défauts. Et aujourd'hui, j'ai énormément de mal, depuis même pas mal de temps, à me revoir, en fait. Ça m'emmerde, en fait. C'est marrant, j'ai passé ce cap, à un moment donné, je crois que je me suis tellement regardé pour voir les défauts que je ne dis pas que je ne peux plus me voir, hein, mais voilà, ce que je vous disais, c'est que j'adore effectivement m'adresser aux gens. Et quand en plus on peut faire partager quelque chose, le documentaire sur Michel Sardou, moi ma passion est refléter ce qui était vraiment la carrière de Michel Sardou et pouvoir le faire partager aux gens. C'est un moment, c'est incroyable, quoi. C'est une émotion. Le tout, ça n'est pas de vivre l'événement, c'est de le transmettre et de le communiquer. C'est très important. Oui, c'est ça. Et il y a des événements qui à la fois se vivent et se transmettent. Quand l'événement est extraordinaire et qu'en plus vous pouvez le transmettre, c'est fabuleux. Dans l'ensemble de votre carrière, est-ce qu'en général vous avez eu de bons rapports dans la pratique professionnelle ou est-ce que vous avez connu des moments difficiles, l'état d'esprit des gens vous avez, en général, ça s'est bien passé? Il y a eu des périodes difficiles, oui. Ça, au service des sports, c'est pas toujours simple, hein. On a eu plein de directeurs des sports, il y a eu des moments où c'était quand même assez chaud, il y avait beaucoup de tensions. Je parle de ça il y a une quinzaine d'années, hein. Et puis alors, à l'époque, moi je faisais tout. Je présentais Stade 2, je faisais tous les événements sportifs, etc. Et ça cristallisait un petit peu des jalousies quand même, des haines. Mais j'ai passé ce cap, voilà. Après, il y a eu Daniel Bilalian qui est arrivé, qui a un peu changé les choses, etc. Voilà. Laurent Lulien, est-ce que dans l'univers du sport, dans vos prédécesseurs, est-ce qu'il y a des gens qui véritablement vous ont marqué, qui pourraient apparaître comme des modèles? Il y a une interview qui m'a marqué dans ma vie. J'étais donc à mes tout débuts, hein, à Radio France à Grenoble, à Bleu-Isère. C'est une interview de l'abbé Pierre que j'étais allé interviewer, donc en radio, hein, avec mon agra. Et il m'avait donné rendez-vous dans un bar. Donc c'était à l'étage, je me souviens. Et donc on a fait, je sais pas, 1 heure d'interview. Et puis il m'a montré tous les médicaments qu'il prenait. À un moment donné, il devait en prendre un. Puis il m'a dit, regarde, tout ce que... il y avait des grandes tablettes. C'était impressionnant. Il me dit, voilà, je prends ces 4. Puis à midi ça, le soir, etc. Et puis il me parlait, puis en fait il fermait les yeux, en fait. Et tout ce qu'il disait, et je suis sorti, et je ne savais plus du tout où j'avais garé la voiture. Mais je n'ai plus, je sais pas, il m'a fallu 1 demi-heure pour en fait me sortir de ce moment que je venais de passer. Voilà. Bon, ça c'est vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand j'ai eu John McEnroe la première fois sur mon plateau, ce que je vous parle, quand on a une idole petit et qu'on la reçoit après, c'est fantastique. J'étais comme un fou parce que moi, John McEnroe, c'est vraiment le mec que j'adorais à tous les niveaux. Et Michel Sardou, c'est pareil aussi. Vous voyez, vous vous rendez compte, faire un doc sur une grande chaîne comme France 3 sur lui. Quand il est arrivé à la scène musicale, on avait installé nos caméras pour l'interview, et je le vois arriver et je me dis, il vient, alors, un peu pour moi. Et pareil, là
c'est limite si j'avais pas une larme, je me ressaisis. Et dans le journalisme sportif, vous avez des modèles? Des gens qui... non, j'ai pas de modèle. Mais j'ai des gens, par exemple avec Thierry Roland, qui joue dans le clip. Thierry, c'était quelqu'un que j'adorais quand même, parce que c'est vrai que c'est aussi, bon, c'est l'ancienne école, mais qui était cash. Bon, voilà, c'est quelqu'un que j'adorais. Sinon, non, j'ai pas beaucoup de modèles hein, quand même. Hein. Il y a des gens que j'admire, hein, mais des modèles, non. Admire C'est- qui, par Il y a des artistes, hein, bien sûr. Bon, c'est vrai que des gens comme Johnny Hallyday, des gens comme Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, voilà, c'est un exemple? peu... Vous allez plutôt les chercher dans Oui, l'univers artistique. mais non, mais pour admirer quelqu'un, il faut quand même qu'il ait fait quelque chose pour moi, quand même. Après, par exemple, quelqu'un comme Christophe de Chavannes, je trouve que c'est quelqu'un que j'admirais mais qui a révolutionné l'animation. Je veux dire, quand il a démarré dans les années 80, ça a été le premier, en fait, à présenter des émissions de cette façon. Voilà, ça c'est... Que faites-vous lorsque vous n'êtes pas en train de travailler? Je lis beaucoup, donc j'adore les biographies historiques. Vous parlez des gens que j'admire. C'est vrai que, alors après, mais des gens comme Rimbaud, par exemple, c'est quelqu'un comme Stéphane Zweig, toutes ces biographies qui sont absolument fabuleuses, quoi. Je conseille à tout le monde de lire Marie Stuart, Marie-Antoinette, Magellan, enfin c'est Fouché, tout ça. Ouais, mais c'est fabuleux, fabuleux. Ça j'adore. Hein. Les livres politiques aussi, j'adore ça. J'adore les voyages. Ça, c'est vraiment une passion sans borne. Le journalisme sportif, au fond, par rapport à ce que vous êtes capable de donner à votre culture, Laurent, est-ce que ça n'est pas d'une certaine manière une frustration pour vous? Je sens que vous êtes tenté par tant d'autres choses. C'est pas une frustration, non, parce que, comme je vous dis, vraiment le plus important, c'est surtout que je prenne du plaisir à faire ce que je fais, des événements sportifs, et j'en prends toujours autant. Parce que sinon, le public, de toute façon, il le voit. Si vous êtes là, vous emmerdez un peu à l'antenne, il le verra, il est plus... Donc, ça, c'est l'écueil. Le jour où je sentirai que j'ai plus de plaisir, et je l'ai toujours, et sinon je partirai. Après, ce qui est génial dans le sport, c'est que ça se renouvelle tout le temps, et il y a cette dimension émotionnelle qui est quand même assez unique. Hein. C'est ça qui est... et d'ailleurs, j'ai fait 3 livres sur le sport, sur l'histoire du sport, parce que le sport, c'est aussi l'histoire. Hein. Et parfois, le sport rejoint la grande histoire. Hein. Bon, il y a tellement d'exemples. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi des histoires humaines très très fortes qui vont au-delà du sport. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce serait être très offensant, Laurent Luyat, que de dire qu'en général, le milieu sportif ne brille pas par l'intelligence? Ça, c'est un peu dur quand même, je pense, quand même. Moi, je pense qu'il y a de tout, vraiment. Chez les il y a des journalistes sportifs très brillants. Je ne pensais pas forcément aux journalistes. Ah oui, sportifs. Aux sportifs. Je sais, vous voyez, si vous prenez l'exemple de Kylian Mbappé, qui est vraiment une star, bon, le gamin, alors, tout le monde aimerait être à sa place, je pense, au niveau des moyens, etc. Mais il a 19 ans, c'est une star internationale, ça lui est tombé dessus en 1 an, même pas, et quelques. Il est unique, oui, et il gagne des dizaines de millions d'euros. Il faut quand même se rendre compte ce que ça représente quand on a 19 ans, qu'on est quand même encore un gamin à 19 ans, de gagner autant d'argent, de gérer son image comme ça. Et il garde, pour l'instant, hein, et j'espère, il garde sa simplicité
et ben moi je dis chapeau. Donc c'est quand même une forme d'intelligence. Ah, Laurent, mais vous facilitez la réponse parce que vous allez prendre quelqu'un d'extraordinaire. Oui, c'est vrai. On comprend bien pourquoi il est arrivé là, à tout point de vue. Oui, c'est vrai. C'est peut-être un cas, vous voulez dire que c'est un cas... En général, quoi. Je sais pas, parce que vous voyez, par exemple, quand il y a les championnats d'athlétisme européens ou du monde, ou Jeux olympiques, j'ai la chance d'aller au Club France, et cette équipe de France d'athlétisme, par exemple, ce sont des jeunes fabuleux, et qui sont vraiment des jeunes intelligents, mais vraiment, tous, je trouve, moi. À chaque fois que je les côtoie, je discute avec eux, ce ne sont pas des abrutis, mais loin de là. Pour prendre cet exemple-là, dans le tennis, franchement, je les reçois tous les ans. On voit bien que quand vous voyez alors vous allez me dire aussi, ce sont des cas exceptionnels, mais les Nadal, les Federer, les Djoko, etc., c'est quand même des gens qui ne seraient pas à ce niveau-là s'ils n'étaient pas intelligents. Je vais tenter d'avoir des jugements moins péremptoires. Malheureusement, mais il y a des cons. On arrive à la fin et voilà, vous avez aujourd'hui la possibilité de réaliser un rêve. Ce serait quoi? Mon rêve, ça serait, ça serait, je le dis depuis très longtemps, ça serait de présenter une émission de variété en direct le soir en prime time. C'est un rêve qui se réalisera parce que peut-être vous n'êtes pas trop ambitieux. Si, moi je l'avoue, mais pour moi l'ambition n'est pas un défaut. Et là, tant que c'est pas à marcher sur les autres, voilà. C'est une opportunité, ce ne sera oui. pas. Mais franchement, Philippe, j'ai déjà réalisé beaucoup de rêves, déjà. Mais je souhaite en réaliser d'autres. Mais c'est constamment, quelque part, tout n'est pas facile. C'est toujours une inquiétude justement par rapport à ça. Moi, j'aime pas la routine. J'ai envie de faire des choses nouvelles. J'ai envie d'apprendre des choses. On parlait du doc sur Sardou, mais en 4 mois de temps, j'ai appris, que ce soit en termes de montage, en termes de prod, j'ai appris plein de choses. Et pourtant, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Mais voilà, c'est ça que j'ai envie, d'apprendre des choses. Vous avez encore tant d'années pour apprendre. Merci beaucoup, Laurent Luyat. Merci à vous et merci de nous laisser le temps de parler, ce qui n'est pas si fréquent.